Merci d'être avec nous, Madame la Ministre Najat Vallaud-Belkacem. Vous êtes ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Vous êtes ici à la Cité internationale universitaire de Paris, qui est un endroit que vous connaissez puisque vous avez été résidente, étudiante et résidente là-bas. Est-ce que vous en avez un souvenir particulier? Merveilleux. Mais vraiment, je le dis sincèrement. D'ailleurs, je fais partie de ceux qui plaident pour que la candidature de la Cité internationale soit portée comme prix Nobel de la paix. Parce que je trouve que cette cité internationale, elle permet la rencontre pour le coup des peuples, tout simplement, la découverte de l'altérité des autres cultures. Tout ça dans un cadre qui est juste extraordinaire. Moi, j'ai vécu sans doute une de mes plus belles années d'étudiante ici. Et donc, j'ai toujours plaisir à y revenir. Oui, c'est vrai. Alors, juste pour préciser, on en reparlera après, mais ce bâtiment dans lequel on a été construit sur le modèle du château de Chambord. Ouais. On reviendra sur l'histoire de ce bâtiment plus tard. Est-ce que vous avez un souvenir particulier de votre vie étudiante ici? Je dirais que, en fait, ce qui m'a le plus marqué, c'est la découverte des cuisines des autres. Parce que, en fait, moi, j'étais dans la maison Garrick. Qui est une maison française, entre guillemets. Et donc, pour ceux qui ignorent le fonctionnement de la Cité internationale, il y a des maisons venant de plusieurs pays, construites d'ailleurs par plusieurs pays. Mais là, dans la maison Garrick, il y avait des résidents de toutes nationalités. Et donc, du coup, dans la cuisine commune, je me souviens avoir découvert un nombre de plats exotiques pour moi, chinois, des pays d'Europe de l'Est et tout ça que je ne connaissais pas et qui ont vraiment développé un peu mes goûts culinaires. Voilà. Est-ce que vous avez gardé une recette depuis cette époque-là ou... je suis tellement nulle en cuisine, mais par contre, puisque je viens de parler de la cuisine asiatique, j'avoue que c'est un peu là que j'ai découvert que les nouilles, par exemple, ça pouvait avoir des saveurs multiples et variées et qu'il y a une richesse dans les nouilles qui était exceptionnelle. C'est vraiment quelque chose c'est marrant, c'est quelque chose qu'on développe pendant la vie étudiante, ça. Le goût pour les différents nouilles, on apprend à les distinguer, c'est vraiment impressionnant. Qu'est-ce qui a changé dans la vie étudiante, dans la vie de campus, peut-être qui existe aujourd'hui et que vous auriez aimé qui existe à votre époque? Alors, il y a une mesure récente, par exemple, qu'on a prise, qui demande encore à s'installer dans la vie étudiante, mais qui me semble importante et que j'aurais aimé avoir à l'époque, c'est ce qu'on appelle l'année de césure, c'est-à-dire la possibilité pour les étudiants d'arrêter pendant 1 an pour faire du volontariat, de l'humanitaire, mais sans perdre leur statut d'étudiant et pouvoir revenir ensuite reprendre le cours de leurs études sans être pénalisés aucunement, voire même en étant au contraire valorisés, notamment par des crédits ECTS pour leur diplôme. Donc ça, c'est une des nouveautés qu'on a introduites qui va peu à peu s'installer et que j'aurais aimé avoir à l'époque. Oui, c'est en plus en cours d'expérimentation cette année, je crois, dans plusieurs campus. Malo, c'est tout à fait, on l'a porté aussi. C'est une UNIAFAC et on en est très très content parce qu'en effet, l'année de césure, les années d'études, en plus en France, on a cette tendance à vouloir faire vite. C'est la course à finir ses études et c'est vrai que nous, on le voulait absolument parce que ça permet aussi justement de prendre une année de pause pour s'engager. Et l'engagement dans le parcours étudiant, c'est important. Et du coup, je me permets de vous poser une question. Qu'est-ce que vous retenez, vous, de votre engagement pendant vos années étudiantes? Est-ce que c'est quelque chose qui vous a marqué? Qu'est-ce que vous conservez de cet engagement? En fait, pour moi, il y a eu 2 périodes. Parce que j'ai commencé ma vie étudiante à Amiens. J'étais en fac de droit à l'université Jules Verne de Picardie. À ce moment-là, j'avais un engagement associatif à côté de mes études. Je vivais chez mes parents, donc j'avais moins de contraintes financières. Et l'engagement associatif du coup que j'avais pendant mon temps libre, c'était notamment pour Pharmaciens sans frontières, qui est une association que j'ai suivie de très près. Enfin, je ne sais pas si vous la connaissez, mais qui est vraiment formidable. Et ensuite, quand je suis arrivée à Paris, quand j'ai intégré Sciences Po et que j'ai continué mes études à Paris, là, en revanche, j'habitais plus chez mes parents, donc il fallait aussi que j'ai un petit pécule à côté, donc je me suis mise à travailler à côté de mes études. Donc, j'ai moins eu un engagement associatif. À ce moment-là, j'ai travaillé notamment dans un cabinet d'avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation, et c'était une expérience absolument passionnante. Mais je trouve qu'en fait, toutes ces expériences, finalement, que ce soit bénévolat ou même salariat, devraient être mieux valorisées dans la scolarité, dans l'enseignement supérieur. Et par quoi ça passe? Parce qu'on parlait juste avant que vous arriviez de parfois certaines universités qui rechignent à valoriser ce temps-là. On a eu un témoignage tout à l'heure sur YouTube de Princesse Lisa 001 qui nous disait que son activité associative n'était pas très valorisée.
qu'est-ce qui manque pour que justement ça soit valorisé, que ce soit pris en compte aussi bien au sein du parcours que aussi du point de vue du personnel des universités? D'abord, je pense que c'est tout simplement une culture à changer. Pour être franche, en ma qualité de ministre de l'enseignement supérieur, je suis souvent un peu bloquée dans ce que j'essaye de faire changer par le fait que les universités sont autonomes, tout simplement, ce qui est une chance pour elles et ce qui en même temps rend la chose pour la puissance publique compliquée parce qu'on ne peut pas vraiment leur imposer les choses. Et donc, pour vous donner un exemple précis qui va dans le sens de ce dont vous parlez, ça fait maintenant, je ne sais pas, 3-4 ans que je dis que, d'abord en tant que ministre de la Jeunesse, puis en tant que ministre de l'Enseignement supérieur, que les universités doivent développer la reconnaissance par des crédits ECTS de l'engagement volontaire des étudiants. Et donc que je suis dans l'incitation, l'impulsion, puisque je ne peux pas faire autre chose que ça, compte tenu de leur autonomie. Honnêtement, au bout de 3 ans, considérant qu'on n'est quand même pas allé aussi loin qu'on aurait pu le faire malgré toute cette impulsion et cette incitation, finalement, j'ai décidé de passer par la loi. Donc, dans une semaine, vous allez découvrir un texte de loi qui est le texte dit égalité et citoyenneté, qui va être présenté au Conseil des ministres, dans lequel je fais inscrire l'obligation que soit reconnue à l'université par des crédits ECTS l'engagement des étudiants. Donc voilà, je pense que c'est tout simplement des changements culturels qui parfois mettent du temps parce que c'est compliqué en termes d'organisation, je pense, pour les universités. Et après, il y a aussi des bonnes volontés, je rassure quand même, parmi un certain nombre de présidents d'universités. Mais... On parle beaucoup d'engagement et c'est normal, c'est une thématique qui aussi nous rassemble aujourd'hui. Moi, je voudrais connaître votre définition de l'engagement. Parce que qu'est-ce que c'est pour vous, l'engagement? Parce que c'est un mot dans lequel on peut mettre beaucoup de choses, mais pour vous, qu'est-ce que c'est exactement? Vous avez 3 heures. En fait, j'adore. Bon courage. En fait, l'engagement, c'est prendre conscience qu'on peut peser sur le cours des choses, le cours collectif des choses. C'est prendre conscience qu'on peut apporter sa petite pierre à un édifice et qu'on ne doit pas juste se contenter de regarder, de déplorer les choses. On peut faire quelque chose à son tout petit niveau pour que ça change. Et une fois qu'on a pris cette conscience-là, finalement, l'engagement, ça peut être plein de choses diverses et variées. Ça peut être d'aller servir une soupe populaire ici, ça peut être d'aider une femme victime de violence là. Vous n'êtes pas obligé d'être dans un cadre collectif. Je veux dire, si vous aidez votre voisine parce que vous voyez qu'elle en a besoin, c'est de l'engagement. Et donc, je pense que c'est surtout cette prise de conscience-là. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que je trouve ça si utile pour les jeunes, parce que c'est hyper structurant. Parce que, du coup, on trouve un sens à sa vie, en fait, une fois qu'on a pris cette conscience-là. Malo. Et alors là, je partage totalement votre définition de l'engagement. Et c'est vrai qu'à AnimaFac, on constate tous les jours que les jeunes souhaitent s'engager, veulent s'engager de plus en plus. Et en plus, ils souhaitent que leur engagement ne soit pas juste à côté, mais aussi dans leur parcours étudiant, dans leur parcours d'emploi, d'employés, etc. Et en fait, la question que j'aimerais vous poser, c'est comment on fait pour que cet engagement qu'ils aimeraient porter soit, j'allais dire, enfin, qu'il y ait un écho à cette volonté d'engagement. Parce qu'on voit actuellement que le discours que la jeunesse a un peu l'impression d'avoir, c'est que la jeunesse est en décrochage, qu'elle ne s'intéresse pas, alors que à la fois les chiffres, et puis nous, on constate aussi au quotidien que les jeunes veulent s'engager, mais on a un peu l'impression que des fois, il y a 2 générations qui n'arrivent pas à se parler, qui ne se comprennent pas. Donc comment on fait pour passer justement à cette culture de l'engagement que nous, à AnimaFac, on aime bien dire, la culture du oui, qu'on porte avec François Tadei. Comment on peut dire oui à tous ces jeunes qui veulent s'engager et pas leur fermer des portes qui ensuite les conduisent dans un rejet un peu de la société comme elle est maintenant? Moi, je trouve que, d'abord, franchement, bravo à AnimaFac, parce que pour vous connaître depuis, mais c'est vrai, d'ailleurs, vous le savez, je vous connais depuis bien longtemps et bien avant d'avoir été ministre, puisque dans mes responsabilités d'élu local depuis plus de 10 ans, on a fait beaucoup de choses ensemble à Lyon, et donc j'ai bien conscience de ce que vous avez apporté dans le débat, comme d'ailleurs Unicité, par exemple, a aussi apporté beaucoup sur ce que vous venez de dire, c'est-à-dire dire à l'opinion publique que contrairement à cette image insupportable, non, les jeunes ne sont pas de plus en plus individualistes, au contraire, ils ne demandent qu'à s'engager, simplement il faut leur donner la possibilité et la reconnaissance, etc. Et donc vous avez fait ça depuis des années et des années. Les pouvoirs publics ont sans doute mis un peu un train de retard à prendre ce mouvement. Martin Hirsch a commencé à le faire quand même, il faut le lui reconnaître, avec le service civique. Et puis aujourd'hui, je pense qu'on est quand même sur la bonne voie, parce que quand vous regardez finalement, à chaque fois qu'on évoque la situation de la jeunesse,
sous l'égide de François Hollande, qui croit vraiment beaucoup à ces questions d'engagement des jeunes, on parle d'abord de la question de l'engagement. C'est la raison pour laquelle il a voulu généraliser le service civique, par exemple. Donc on est quand même dans une volonté de reconnaissance et je pense qu'on va dans le bon sens. Et d'ailleurs, je trouve que quand on interroge les Français aujourd'hui sur les jeunes, il y a moins cette défiance qu'il y avait il y a 7, 8 ans. Vous vous rappelez, à chaque fois qu'on les interrogeait, il y avait une peur. Voilà, donc je trouve qu'on va dans le bon sens. Alors vous savez que c'est un peu une première quasiment mondiale, je pense. Première c'est la première fois, je pense, qu'une ministre vient s'exprimer sur un live YouTube et exclusivement diffusé sur YouTube, donc c'est plutôt cool. Ce qui veut dire qu'on a des questions qui arrivent au fur et à mesure. Et Florian nous avait posé une question tout à l'heure, justement par rapport à l'engagement, et vous parliez de la prise de parole, de fournir ce terrain-là. On a vu récemment que une certaine jeunesse prônait justement cette parole sans avoir besoin de terreau au préalable. Et justement, la question, c'est, pensez-vous que les mouvements comme Nuit debout et On vaut mieux que ça peuvent réellement faire changer les choses? Et comment est-ce que c'est perçu de votre côté au gouvernement, ces mouvements-là? Je vais vous répondre, moi, à titre personnel, parce que c'est toujours compliqué de parler au nom des autres, mais moi, à titre personnel, j'éprouve une vraie bienveillance pour ces mouvements, en fait. Mais vraiment. Je regarde, par exemple, l'autre jour, je suis passée sur la place de la République, ce qui se passe avec Nuit debout, au fond, qu'est-ce qui se passe? Vous avez des gens qui ont envie de se retrouver, qui ont envie un peu de se retrouver en plus dans un état d'esprit un peu apaisé par rapport au tumulte du monde permanent. Là, je veux dire, chaque fois que vous allumez votre télé, vous avez l'impression que le monde va vous tomber sur la tête, chaîne d'infos continue, etc. Et donc là, c'est quand même un état d'esprit collectif, assez joyeux, musical, avec une envie d'inventer autre chose. Ça fait évidemment beaucoup penser aux indignés, etc. Moi, la seule chose que je dirais à propos de Nuit debout, c'est que le truc, c'est que ce type de mouvement, malgré tout, n'a qu'une issue, c'est la démocratie et les règles de la démocratie. Donc à un moment donné, d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé avec les indignés en Espagne. Avec Podemos. Avec Podemos. À un moment donné, il faut quand même se poser la question de derrière ça, quel est le sens politique et ce qu'on veut en faire, en fait. Mais pour l'instant, moi, je trouve ça assez sympathique. Se présentera le moment où ils doivent se demander ce qu'ils veulent en faire. Voilà. Oui, bien sûr. Après, dans le cadre de ces mouvements, c'est vrai qu'on entend une certaine aussi défiance vis-à-vis des gouvernants. Ça fait partie du jeu. Et est-ce qu'il n'y a pas par hasard un geste de confiance qu'il faudrait donner aujourd'hui aux jeunes? Alors je pense aux jeunes aussi bien les étudiants des 18-25 ans, mais peut-être aussi les moins de 18 ans, ceux qui sont au lycée. C'est au lycée que la citoyenneté s'apprend aussi. Donc est-ce qu'il n'y a pas un geste de confiance qui pourrait les faire peut-être retrouver cette confiance? Si, mais comme question. Moi, honnêtement, les dernières semaines que nous avons vécues ont été très instructives pour moi, parce que donc il y a eu la loi travail, il y a eu la mobilisation contre la loi travail, les inquiétudes émises par les jeunes, les manifestations, les blocages de lycées, etc. Et puis moi, la réponse que j'ai voulu qu'on apporte le plus vite possible, ça a été de dire, mais enfin, ces organisations de jeunesse en particulier, on ne va pas les laisser défiler dans la rue sans prendre le temps de les recevoir, de dialoguer avec elles, de comprendre. Parce que, en plus, c'est une vraie question que je me pose très honnêtement, très sincèrement. Je suis convaincue que ce gouvernement auquel j'appartiens a vraiment fait de la jeunesse sa priorité. C'est-à-dire que moi, quand je regarde les actes depuis 2012, je suis désolée, sur tous les plans, que ce soit l'éducation, la formation, y compris la lutte contre le chômage, je trouve qu'on a fait énormément pour les jeunes. Mais, visiblement, ça n'est ni compris, ni jugé suffisant. Donc ce dialogue était absolument indispensable et c'est pour ça que je l'ai prôné. Et quand je dis que ces semaines ont été très instructives, c'est que finalement, dans la discussion avec les jeunes, les organisations, ces derniers jours, je me suis rendu compte que finalement, il y a un truc qu'on n'a pas fait et je les comprends de nous en vouloir pour cela, c'est les associer véritablement à nos décisions. C'est-à-dire que toutes ces bonnes décisions que je viens de rappeler, dans la mesure où on ne les a pas associées à leur construction, ils ressentiront toujours une frustration, qu'on ne soit pas allé assez loin sur certains points ou qu'ils aient tout simplement pas été suffisamment consultés. Et donc, je fais vraiment un mea culpa sur le sujet. Je pense qu'on aurait dû, depuis le début du quinquennat, mettre en place cette fameuse clause d'impact jeunesse qui consiste, à chaque fois qu'on adopte un texte de loi, à d'abord se poser la question de est-ce qu'on va améliorer la situation de la jeunesse avec ça ou pas. Au fond, c'était ce qui était écrit dans le discours de François Hollande en 2012 quand il disait « Je veux qu'en 2017, la jeunesse vive mieux qu'en 2012 ».
eh ben, on aurait dû traduire ça avec cette clause d'impact jeunesse. On l'a pas fait. On va le faire maintenant. On a enfin pris la décision de le faire. On a perdu du temps, mais il est jamais trop tard pour bien faire. Ça va passer par quoi, du coup ? Ça va passer par une clause d'impact jeunesse. C'est concrètement, à chaque fois que vous vous apprêtez à adopter une loi, je sais pas moi, sur les retraites, dont personne se dirait, tiens, ça concerne la jeunesse. Eh bien si, il faut quand même la regarder à l'aune de la jeunesse. Parce que, je veux dire, c'est le sujet de notre pays, hein, c'est de préparer l'avenir, et donc ceux qui vont faire l'avenir, c'est-à-dire les jeunes. Donc on adopte une loi retraite, et une clause d'impact jeunesse, ça va être mener une étude d'impact sur les jeunes. En gros, en quoi est-ce que ça va détériorer la situation des jeunes ou alors au contraire l'améliorer. Bien sûr. Malo, tu avais une question. Oui, en fait j'en avais deux, mais en fait moi en me baladant sur cette place de la République avec ce collectif Nuit debout, j'ai beaucoup entendu quelque chose qui m'a assez frappé et qui fait écho un peu à ce que vous disiez. Au bout d'un moment, il faudra bien passer par la démocratie parce que évidemment on discute, on débat et puis on se dit comment on va arriver à un moment à faire émerger des propositions et même pour se mettre d'accord entre nous. Et beaucoup de gens m'ont dit mais en fait ce qui est surtout extrêmement important avec ce mouvement, c'est la délibération. C'est pas tant, peut-être que ça aboutira à rien, mais enfin, je trouve un espace pour parler, pour exprimer, pour échanger avec les autres, pour faire du collectif. Et en fait, on se rend compte et on le constate aussi à l'UniFac, que beaucoup d'étudiants qui arrivent à l'université n'ont pas connu cet engagement plus tôt. Et la question que j'avais envie de vous poser, c'est que, en tant que ministre de l'Éducation nationale, comment on peut faire aussi pour développer la culture de l'engagement plus jeune, peut-être dès le lycée. On sait qu'en France, on a quand même beaucoup d'heures de cours, qu'on a un des systèmes les plus rigides d'Europe. Est-ce qu'il n'y a pas des opportunités qui peuvent être créées pour justement favoriser plus jeunes, plutôt la possibilité de s'engager dans des associations, dans des causes et que ce soit valorisé, et que ce soit valorisé aussi dans le parcours du lycée. Absolument. En fait, ça fait partie des nombreuses réformes qu'on a adoptées dans l'éducation nationale. Je dis nombreuses en souriant parce que du coup, j'ai bien conscience que comme il y en a beaucoup, les gens n'ont pas forcément vu le détail de chacune d'entre elles. Mais désormais, à partir de la rentrée prochaine, vous allez voir se déployer dans les établissements scolaires ce qu'on appelle le parcours citoyen. C'est quoi le parcours citoyen ? C'est de dire, en effet, l'élève, tout au long de sa scolarité, il faut qu'il fasse l'expérience de l'engagement pour que ça ait du sens pour lui à la fin. Et donc, cette expérience de l'engagement, il l'a fait de 3 façons. Il l'a fait d'abord par des enseignements qui sont spécifiquement consacrés à ça, l'enseignement moral et civique qu'on a introduit dans la scolarité. C'est un moment où finalement on vous apprend la délibération, le débat, la confrontation des opinions, etc. Et donc du coup on développe chez vous cette citoyenneté. Donc ça c'est dans le cadre des enseignements. Ensuite, il l'a fait par le biais d'engagement au sein de l'établissement scolaire, c'est-à-dire qu'on développe par exemple les conseils de la vie collégienne. Bon, les conseils de la vie lycéenne existent déjà, mais on leur donne plus de moyens de faire des choses. Par exemple, on est en train d'y travailler avec la ministre de la Culture, on va à la rentrée prochaine redévelopper les clubs ciné dans les lycées et demander du coup aux lycéens de s'y engager. Enfin voilà, donc tout ça c'est des opportunités au sein des établissements scolaires pour les élèves de s'engager. Et puis il y a l'extérieur à l'école, par exemple des élèves qui s'engagent dans des associations sportives, etc. Eh bien, l'idée du parcours citoyen, c'est non seulement que les élèves puissent faire ces 3 expériences, enseignement moral et civique, engagement au sein de l'établissement, engagement hors de l'établissement, mais qu'en plus, tout cela soit comptabilisé en quelque sorte, enfin qu'il y ait une trace écrite de tout ça pour être valorisé au moment du brevet notamment, puisque au moment du brevet qu'on a aussi réformé, vous avez une nouvelle épreuve qui fait son apparition, qui n'existait pas avant, puisque jusqu'alors le brevet, comme vous savez, n'était fait que d'épreuves écrites. Désormais, il y a une épreuve orale et cette épreuve orale, elle a vocation pour l'élève à raconter ce qu'il a retenu de ses engagements justement pendant ses années de collège. Donc c'est quand même, il y a plein de choses nouvelles qui sont en train de rentrer en vigueur pour l'année prochaine qui vont dans le sens du soutien à l'engagement. Il y a une question qui revient régulièrement dans le chat, il y a beaucoup de réactions sur le chat, mais une des questions, une des thématiques qui revient énormément, c'est je suis à l'université, je fais un parcours qui est valorisé parfois au sein même de l'université, mais après quand j'arrive sur le marché du travail, je me retrouve quasiment seul et sans moyens. Est-ce qu'il y a la possibilité d'avoir des outils aujourd'hui ? Est-ce que ça existe des outils pour valoriser, faciliter la transition entre l'enseignement supérieur et le monde du travail, sachant que parfois effectivement la pente est un peu raide. Moi, ça m'a pris un service civique à titre d'expérience pour faire la transition entre les deux. Mais est-ce qu'il existe des outils ou est-ce qu'il va exister des outils pour faciliter cette transition ?
Donc là, on ne parle plus d'engagement, on parle de la transition dans la vie oui, pour un étudiant. Oui, à travers aussi la valorisation du parcours, mais aussi de l'engagement, quoi. Là encore, il y a une bataille culturelle à mener pour que le monde professionnel, les entreprises, sachent apprécier la valeur des engagements. C'est-à-dire concrètement qu'on puisse avoir plus de chances que son voisin quand on candidate pour un poste, parce que dans son CV, on aura mis, et que c'est vrai par ailleurs, l'engagement qui a été le nôtre, la participation à un service civique, etc. Moi, ce que je constate, c'est que le service civique en particulier, parce qu'il bénéficie maintenant d'une reconnaissance institutionnelle très forte, honnêtement, quand vous le faites apparaître dans un CV, ça compte, hein, vraiment. On voit les taux d'insertion professionnelle des jeunes qui sont passés en service civique. Ils sont plus importants que les autres. Ça veut dire que les entreprises ont conscience de ce que ça signifie. Mais on peut aller plus loin. On a, je crois, assez récemment adopté, ça ne dépend pas de mon ministère, mais il me semble bien que c'était récent, par la loi, la reconnaissance du congé d'engagement dans les entreprises. Tout à fait. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, des salariés qui ont un engagement bénévole à côté de leur métier peuvent plus facilement s'absenter pour cet engagement. Eh bien, ça veut dire que ça aussi, c'est en train d'installer une culture de la reconnaissance de l'engagement dans les entreprises qui, du coup, va impacter aussi le recrutement dans le bon sens. D'accord. Malo, peut-être une question ? Oui. À un moment, dans votre précédente intervention sur la clause impact jeune, vous avez dit ce qui est très important, c'est d'être dans la concertation, dans la co-construction. Et en fait, moi, à l'IMAFAC, on le constate au quotidien, c'est vrai que c'est par la co-construction qu'en fait on favorise aussi l'engagement et qu'on le valorise. Qu'est-ce qui pourrait changer dans l'approche, alors j'allais dire des politiques au sens large, mais même dans l'approche de la délibération, de la concertation dans notre société, même dans les entreprises, qui pourrait favoriser justement cette culture de la co-construction entre les acteurs? Comment on pourrait améliorer Moi, je pense qu'on a un sujet, c'est le climat de confiance, en fait. Ouais. Je pense que la réponse à ça, c'est la transversalité. Je vais m'expliquer. C'est-à-dire que on ne peut pas dire qu'on n'associe pas les gens à nos politiques publiques, etc. Il y a quand même plein de secteurs. Je ne sais pas, moi, par exemple, je prends l'éducation pour prendre quelque chose que je connais bien, où il n'y a pas une réforme qui est adoptée sans qu'elle ait fait d'abord l'objet de discussions, de consultations, etc. dans 10 000 instances. Donc on ne peut pas dire ça. En revanche, ce qu'on peut dire, c'est que c'est toujours très sectorisé, très en silo, du coup très technicisé. Ce qui fait que peut-être les gens finissent par perdre le sens général de ce sur quoi ils sont consultés. Et quand je dis plus de transversalité, c'est que peut-être on manque de lieux, d'instances, de réflexion globale, de prospective, où on puisse discuter avec, par exemple, reprenons les organisations de jeunesse, de l'avenir plus général, sans rentrer dans une politique en particulier, mais avoir déjà une vision partagée de l'avenir, vers quoi on va, de la nature, par exemple, je sais pas moi, le fait que 60% des métiers dans 3 ans, on les connaît même pas encore aujourd'hui. C'est des choses dont il faut prendre conscience ensemble. Et peut-être qu'en partageant finalement ces grandes données, cette grande réflexion prospective, ça nous permettrait de trouver aussi plus de consensus sur un certain nombre de réformes à mener. Voilà, je pense que c'est ça qui est améliorable. Du coup, ça suggère qu'il faudrait peut-être créer une instance de démocratie participative plus large, avec cette idée de prospective. Parce que je pense qu'en fait, ce dont souffrent les gens, c'est d'avoir l'impression d'avoir un mur en face d'eux, de ne pas y voir clair, de rouler avec les phares éteints et il faut allumer les phares pour tout le monde. Il y a une hiérarchie aussi, alors là je reviens plus sur l'université spécifiquement, mais on voit notamment dans les domaines du numérique que les maquettes de l'éducation supérieure sont faites, je crois que c'est tous les 5 ans, 4-5 ans que c'est fait une maquette. Et notamment dans les milieux du numérique, Internet évolue tellement vite d'une année sur l'autre que parfois ces maquettes deviennent obsolètes et que parfois les étudiants deviennent plus pointus que les professeurs. Et est-ce que du coup, j'ai l'impression aujourd'hui en plus on est dans un système qui est très très verticalisé où le professeur distribue
le savoir, enfin ça fait un peu distributeur de bonbons, mais il donne le savoir aux étudiants. Est-ce qu'on pourrait pas imaginer un peu plus de liquidité, de fluidité dans l'enseignement, ou à travers peut-être des questions d'engagement, à travers des associations, un peu comme ce qu'on peut voir dans l'éducation populaire, où des associations pourraient participer à la construction de maquettes, participer aux maquettes universitaires. Alors c'est une idée qui est très utopique, mais... Je pense qu'en particulier sur les métiers du numérique, puisque c'est de ça que vous parlez, en effet, il y a des choses à changer dans les organisations. Moi, quand je vois, par exemple, que, je ne sais pas si vous avez suivi ça, on a créé ce qu'on appelle une grande école du numérique, qui n'est non pas une grande école avec un bâtiment, etc., mais un réseau de structures de type plutôt associatif, qui ont décidé de former de façon très rapide et intensive des jeunes et des moins jeunes au métier du numérique, parce que finalement ça s'apprend assez rapidement, qu'on va avoir besoin de main d'œuvre. Et donc il y a plein de petits acteurs comme ça qui en forment, qui 30, qui 200, qui 500. Et on s'est dit on ne va pas les laisser dans la nature, alors que vraiment ils rendent un service, on va plutôt les soutenir, y compris les soutenir financièrement pour qu'ils en forment encore plus. Et bien la grande école du numérique, de mémoire, on est déjà à quelques 10 000 personnes maintenant concernées, donc formées. Eh bien, typiquement, je pense que ça va avoir un impact sur les universités. Parce que quand les universités vont se rendre compte qu'on est capable, en 6 mois, de délivrer les compétences, les connaissances pour former quelqu'un à exercer un des métiers du numérique, elles vont se reposer la question de leur propre formation. Est-ce que je suis suffisamment souple, adaptable, en fonction des parcours des étudiants, etc. Donc, en fait, je pense que ça va évoluer avec des maquettes qui seront repensées plus régulièrement. Après, sur la pédagogie à l'université, je pense qu'il y a aussi un mouvement qu'il ne faut pas sous-estimer, qui est à l'œuvre, qui est un peu ce qu'on appelle la classe inversée, qui est, vous y pensiez aussi, oui, tout à fait. Qui est aussi très intéressant, parce que finalement, c'est aussi une réponse à la fois aux contraintes des étudiants qui travaillent, au fait que... maintenant, on a des outils technologiques qui font que parfois c'est plus agréable de découvrir un cours dans un certain cadre plutôt que dans un amphi bondé. Alors, ça ne veut pas dire que c'est la solution à tout, hein, la classe inversée, mais ça permet quoi? Ça permet que finalement tout ce qui est théorique et que les étudiants peuvent découvrir par eux-mêmes en le lisant, ils le fassent à des moments où ils sont plutôt seuls pour le faire, et qu'en revanche, quand ils se retrouvent à l'université, on puisse se concentrer avec eux sur la pratique, sur les exercices, pour vérifier qu'ils ont bien compris, puis surtout sur l'échange. Parce que je pense que les cours magistraux de 2 heures, où pendant 2 heures on écoutait, enfin moi c'est un peu ce que j'ai connu quand j'étais étudiante, il y a des choses pour lesquelles c'est adapté, mais il y a beaucoup de choses pour lesquelles c'est pas adapté, et notamment les métiers du numérique d'ailleurs, donc il faut repenser ça. Malo, oui, mais c'est pour réagir sur ce point et continuer. C'est-à-dire qu'on voit et on entend même beaucoup d'étudiants et d'associatifs engagés qui disent ensuite, après, dans mon parcours professionnel, j'ai plus valorisé ce que j'ai appris à faire dans mon association que des fois ce que j'ai pu voir en cours. Et donc, du coup, pour vraiment aller dans la continuité de ce que vous dites, est-ce qu'il n'y aurait pas à penser, ou il n'y aurait pas des possibilités que les enseignants travaillent en collaboration par moment, alors j'ai enseignant du secondaire mais aussi du supérieur, avec des acteurs de la vie associative pour soit être déjà au fait de ce qui se fait ailleurs dans les associations, et pour peut-être construire un enseignement qui est plus équilibré entre des savoirs théoriques et puis des applications pratiques dans le parcours associatif. Parce qu'on a l'impression que les dispositifs arrivent, et ils sont évidemment très bienvenus, et vous l'avez souligné, il y a eu vraiment un certain nombre de dispositifs qui vont dans le bon sens. Mais après, là je rejoins plutôt la question de la culture. Comment on fait pour que ces dispositifs soient compris et bien intégrés par les enseignants, et qu'ils ne considèrent pas que c'est un plus? Parce que c'est vrai qu'on a des fois tendance un peu à dire c'est très bien, mais c'est une fois que vous avez des bonnes notes, une fois que vous avez réussi tout ça, que vous pouvez vous engager, faire une année de césure, un service civique, etc. C'est une vraie révolution, ça, parce qu'en fin de compte, on le trouve dans d'autres pays. En France, non, mais c'est vrai que dans les pays anglo-saxons, cette méthode de travailler dans les universités, on l'a depuis assez longtemps. Et donc en France, non, mais ça va arriver, je pense, quand on voit ce qui se passe en ce moment. Mais je pense que, pour répondre à votre question, dans les changements importants qu'on introduit dans l'école, et notamment dans le secondaire, collège, lycée en ce moment, il y a quand même l'histoire de la réserve citoyenne, par exemple. Vous savez, c'est ce dispositif qu'on a voulu pour permettre à des citoyens engagés
de venir intervenir plus facilement dans les classes pour à la fois développer le sens de l'engagement des élèves eux-mêmes, les motiver quant à leur parcours scolaire et de réussite, et puis leur parler d'un certain nombre de valeurs pour lesquelles peut-être leur expression sera plus audible aux yeux des élèves que celle du professeur ou de l'institution éducation nationale. La réserve citoyenne, donc, qui est forte aujourd'hui de plus de 6000 membres, 6000 Français qui ont accepté de venir comme ça intervenir dans les classes, qui se déploie progressivement parce que là encore il y a un changement de culture à faire et que les changements de culture ça se fait pas en un claquement de doigts, c'est-à-dire qu'il faut que les enseignants en effet pensent régulièrement à aller consulter le guide où on trouve toutes les candidatures du territoire et puis à faire appel à elles. Mais je suis très optimiste sur cette réserve citoyenne. Je pense vraiment que dans 2 ans, plus personne ne se posera la question et on se demandera comment on a fait avant sans. Vraiment. Et bien ça, c'est de nature à changer la culture en question. Parce que finalement, qui sont ces gens? Qui sont ces réservistes qui vont intervenir dans les classes? Ce sont des gens engagés. Ce sont des gens qui connaissent très bien la vie associative, ancrés dans leur territoire, etc. Et la rencontre avec les enseignants va les enrichir mutuellement et sans doute faire repenser à l'enseignant, y compris la façon dont il parle d'un certain nombre de sujets à ses élèves, pour aller vers davantage de concret, davantage de pratique sur un certain nombre de sujets. À cela, vous rajoutez la réforme du collège et les fameux enseignements pratiques interdisciplinaires, qui sont beaucoup décriés, mais parce que les gens ceux qui les décrivent font semblant de ne pas comprendre de quoi on parle. Mais ça va exactement dans le sens de ce que vous dites. C'est quoi les enseignements pratiques interdisciplinaires? C'est précisément dire qu'à côté des cours très théoriques qu'on connaît tous déjà, rappelons-nous ce que c'était que le collège, on est assis sur notre chaise, on écoute pendant des heures, voilà, on répond, etc. Mais enfin, c'est théorique et c'est très bien, c'est utile parce que c'est comme ça qu'on acquiert évidemment un certain nombre de savoirs. Mais que, à côté de cela, les élèves ont besoin de se retrouver plus souvent en mode TPE qui existe au lycée, c'est-à-dire en mode travail collaboratif, collectif, comme ça, comme on est autour de la table aujourd'hui, à conduire des projets pratiques, concrets, qui leur font comprendre le sens de ce qu'ils ont appris dans les cours théoriques et qui, pour bien leur faire comprendre le sens de ce qu'ils ont appris, eh bien, croisent plusieurs disciplines. Parce que si on s'en tient juste à chaque discipline de façon, là encore, en silo, ce qu'on critiquait tout à l'heure, la culture du silo, il y a des élèves, honnêtement, qui comprennent juste pas le sens de ce qu'ils font, qui savent, comment faire des équations compliquées en mathématiques, mais qui ne comprennent jamais à quoi leur serviront ces équations mathématiques. Alors que s'ils ont ces travaux collectifs où on leur fait mener un projet autour du développement durable, tiens, comment sauver la planète, et qu'on leur dit, pour cela, il faut utiliser les équations que vous avez apprises en maths, les informations que vous avez eues en histoire-géographie, etc., tout de suite, ça va vous faire une compréhension des données beaucoup plus évidente. Donc ça, c'est aussi de nature à développer la prise de conscience des élèves qu'ils peuvent agir sur leur environnement. Et on en revient à ma définition tout à l'heure de ce qu'est l'engagement. Donc je pense que ça va vraiment dans le bon sens. On a une réaction de Neko sur le chat qui dit le TPE, ça sert plus à briser des amitiés qu'autre chose. Sans l'expérience. Je suis désolée. Moi, j'aurais 3 dernières questions pour vous. Alors la première est très personnelle. Je vais repasser mon bac cette année. C'est pas vrai? Si, c'est une expérience. J'ai eu un bac S, j'ai repassé mon bac L cette fois-ci. Mais vous pouvez me raconter ce que vous avez fait? Parce que j'ai compris que vous aviez fait un service civique. Donc c'est quoi votre parcours? J'ai eu quelques années entre deux quand même. J'ai fait un bac S, après j'ai fait prépa lettres, une fac de géographie. Et puis après, je me suis arrivé avec un master de développement de projets européens et un master spécialisé de développement territorial. Et j'ai fait de la radio, du coup, qui est de la continuité logique, en fait. C'est pas vrai. Et j'ai expérimenté le service civique, j'ai expérimenté l'assistanat de langue à l'étranger. Et en fait, dans le cadre du programme radio, je vais repasser le bac cette année pour voir à quoi ça ressemble et voir qu'est-ce qui change, comment notre vision change. Parce que je pense qu'on n'a pas la même vision du bac quand on a le pif dedans que quand on l'a passé plusieurs années après et que... moi, le programme de lettres, je ne me rappelle plus du tout. Mais je voulais savoir si vous aviez un conseil à me donner pour commencer. Alors, juste pour que je comprenne bien, vous y allez comme une expérience faite pour la radio, en fait, un peu comme pour la raconter comme journaliste. Exactement. Ou vous y allez quand même avec l'envie de décrocher ce bac L parce que comme ça vous fait progresser en littérature. Je sais qu'une totalement le bac L. Une mention bien ferait plaisir à mamie. Mais après, non, l'objectif c'est de l'avoir. Mais j'ai vraiment envie de voir à la fois le terrain. Et puis bon, après, l'ego s'en mêle. Mais
Mon conseil, c'est préparez-vous à bosser beaucoup. Hein. Parce que honnêtement, et c'est pour ça que je ris toujours intérieurement quand je lis des grands discours sur le niveau des élèves à B, C, etc. N'importe quoi. Enfin, les gens ne savent pas de quoi ils parlent. Moi, comme ministre de l'Éducation, quand je vois passer les sujets, que ce soit du brevet ou du baccalauréat, je peux vous dire que préparez-vous à bosser pour l'avoir. Très bien, je vais y aller du coup. Et une autre question, c'est on parlait des gestes, des grands gestes de confiance. Alors, est-ce qu'on peut imaginer, avant-dernière question, dans un monde à venir, est-ce qu'on pourrait imaginer qu'un jour la majorité soit abaissée à 16 ans? Est-ce que vous seriez plutôt pour ou contre? J'aime bien cette question, c'est ma question préférée en ce moment. Il la pose souvent. Ouais. Honnêtement, je ne sais pas vous répondre. J'ai pas réussi encore à me faire une idée. Pour une raison simple, c'est que, en plus, j'ai des enfants. Bon, certes, ils n'ont que 7 ans. Mais 16 ans, c'est bientôt. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est que, en fait, je suis assez désorientée devant les jeunes d'aujourd'hui. Alors que, honnêtement, je suis pas la plus vieille du monde, mais je suis assez désorientée devant les jeunes d'aujourd'hui. Parce que je trouve qu'à la fois, ils donnent l'impression, si j'en crois mes enfants, d'être beaucoup plus intelligents qu'on l'était à leur âge, beaucoup plus informés, beaucoup plus éclairés sur le monde, etc. Je suis sûre que tout le monde partage ça ici. Ce qui fait que d'ailleurs, du coup, en tant qu'adultes, nous, on finit par se dire qu'on a affaire à des petits adultes et on en oublie que non, ça reste des enfants et donc que sur d'autres points, d'autres dimensions, en fait, c'est des esprits d'enfants, il faut faire attention. Et en tant que ministre, du coup? Et donc, du coup, en fait, je sais pas, je pense que ça pourrait être intéressant d'expérimenter progressivement les choses. On pourrait imaginer des choses qui permettent à 16 ans d'avoir déjà une forme d'autonomie. Par exemple, moi, quand j'étais ministre de la Jeunesse, puisque je l'ai été quelques mois, j'avais travaillé sur l'histoire des juniors associations, pour faire en sorte que ce soit beaucoup plus facile. Voilà, d'ailleurs, l'IMAFAC était déjà dans le Ils sont dans tous les bons coups. Ils sont dans tout. Donc, pour faire en sorte de faciliter la possibilité pour des mineurs de créer leur association. C'est ça, des mineurs de créer leur association. Donc, je pense qu'il faut peut-être y aller progressivement et laisser comme ça un peu plus d'autonomie. Mais est-ce qu'il faut le droit de vote tout de suite à 16 ans? Je ne sais pas. Je suis curieuse de connaître votre avis. Je n'ai pas d'idée. Moi, je suis chaud, perso. Mais on lancera ce débat une prochaine fois. C'est pas là. Sinon, on en a pour 4 heures. Malou, peut-être tu présentais à Madame la Ministre les petits sous-bocs qu'elle a à côté d'elle. Donc avec lesquels elle jouait. Pour nos et 20 qui n'est ans... pas, contrairement à ce que j'ai vu sur le chat, qui n'est pas un paquet de reblochons. Non, pas du tout. Ce sont des sous-bocs, parce qu'évidemment, on est quand même étudiants. Donc, comme vous le savez, pour nos 20 ans, on a édité un manifeste des 20 ans. Donc, vous avez aussi la présentation en format kakémono derrière vous, avec un certain nombre de messages qui représentent un peu la culture associative étudiante, ce à quoi on est attaché. Alors, il y a des messages plus drôles, d'autres moins. Et en fait, on aimerait que vous puissiez en sélectionner un qui vous touche, qui vous parle, et que vous le montriez à nos auditeurs sur sur l'affiche ou sur les... En fait, c'est à peu près, disons que ceux-là, oui, c'est tout à fait les mêmes, mais là, c'est les plus essentiels. Voilà. Ah, j'adore celui-là. Je les ai pas tous vus, mais évidemment celui-là. Alors, donc il y a le si à 20 ans, t'es pas dans une asso, c'est que t'as quand même un peu raté ta vie. Ensuite, l'autre que vous avez choisi, c'est... Celui-là aussi. Attendez, je vais vous les commenter après. Super. Elle va tous les prendre, je sens qu'on va partir sur... Je les aime tous, je les prends tous, voilà. Ah, ça aussi j'aime beaucoup. Mais c'est génial. Qui a écrit ça? C'est les associations étudiantes qui écrivent depuis 20 ans. Je vais vous embaucher pour faire ma communication. Alors, je vais vous dire pourquoi j'ai sélectionné celle-là. Si à 20 ans, t'es pas dans une asso, c'est que t'as quand même un peu raté ta vie. Parce que je la préfère à si à 50 ans, t'as pas de Rolex, c'est que t'as raté ta vie. On est sur une revanche, je vois. Les histoires de Zemmour finissent mal en général. Donc là aussi... Je dirais finissent mal systématiquement. Parce qu'en général, c'est trop gentil. Ceux qui pensent que c'est impossible sont priés de ne pas déranger ceux qui essayent. Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est bon ça, j'adore. Je vais la prendre en photo parce que celle-là, elle est géniale. Je peux la garder. Non mais en fait, je l'aime beaucoup parce qu'elle me fait penser à un proverbe, mais je me souviens plus s'il est arabe ou chinois, peu importe, chacun s'y retrouvera, qui dit, je rassemble mes esprits. Voilà. Qui dit...
Et ce proverbe, je l'ai souvent en tête à chaque fois que je suis critiquée, car j'ai de nombreux détracteurs, qui dit à chaque fois que tu fais quelque chose, dis-toi que tu auras contre toi ceux qui auraient fait exactement l'inverse, ceux qui auraient fait la même chose mais différemment, et surtout l'immense majorité de ceux qui n'ont jamais rien fait et ne feront jamais rien. J'adore. Non, c'est vrai. Et donc ça va un petit peu dans ce sens. Et puis j'ai retenu celle-là aussi, elle est bien. Je ne veux plus qu'on me dise que je suis l'avenir, je suis le présent. Ça c'est très très juste aussi, et c'est profond en plus, parce que je pense que on a trop usé de ces formules toutes faites dans les discours politiques sur le mode quel avenir laissons-nous à nos enfants, etc. Non, mais en fait, nos enfants, ils sont déjà là. Oui, ça, c'est ça. Donc, c'est tout de suite là qu'il faut les faire participer. C'est un vrai sentiment qui est ressorti plusieurs fois dans le chat, de dire en fait, on a l'impression qu'on est mis de côté en disant vous allez voir plus tard, ce sera bien, et qu'on oublie de dire en fait, c'est maintenant que ça se passe, quoi. Et je pense que c'est aussi ce sentiment qui est là, et c'est ce sentiment, c'est la lutte contre, faire en sorte que ce sentiment n'existe plus, faire en sorte que les jeunes aujourd'hui se disent je fais partie d'un truc, c'est maintenant que ça se passe et j'ai une vie épanouissante, qui est un vrai enjeu pour nous, pour ceux qui viennent après et ceux qui viendront encore après, quoi. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame la Ministre, d'être passée. C'était un plaisir, vraiment. Encore pardon pour le retard. Et du coup, je prends ceux que j'avais repérés. Voilà. Oui. Donc la moitié. On a prévu un par personne. Voilà. Vous avez d'autres invités qui les faire commenter. Mais on a édité beaucoup. On verra bien. Voilà, ok, génial. Bon, merci encore. Merci beaucoup à vous. Passez une très bonne journée. Au revoir.